Bienvenue sur Wikidata, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, nous reprenons la deuxième partie de la vidéo sur ggplot2 en bref. La dernière fois, nous avons vu les bases de ggplot2 et comment fonctionnait la grammaire des graphiques. Maintenant, nous allons voir comment améliorer nos graphiques et quels sont aussi les différents types de labels, de couleurs, etc. qu'on peut ajouter afin d'améliorer le rendu du graphique. Je tiens à m'excuser pour la qualité du son qui va s'améliorer dans de futures vidéos, mais en attendant, profitez bien de cette partie. Et avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistique et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Donc maintenant, il y a toute une liste d'autres esthétiques. Pardon, j'ai passé ça un peu trop vite. Donc ici, on a utilisé la couleur, qui peut s'écrire aussi color de cette manière-là, et qui va permettre de faire la couleur des extrémités. Et ici, il y a la couleur fill. Donc fill, en fait, c'est vraiment un remplissage de surface. Ça a marché beaucoup avec des graphiques en barre, par exemple, ou des graphiques de surface, l'air sous les courbes, par exemple. Mais color, ça a mieux marché lorsque vous allez essayer de faire les contours. Et vous avez d'autres informations ici, donc de choses que vous pouvez utiliser, mais peut-être que fill, ça vaut la peine d'être expliqué. Donc je vais simplement mettre tout ça en commentaire, comme ça, ça va pas se lancer. Et on va reprendre un ggplot, donc il va nous demander aussi les données, donc on va mettre mpg. On va mettre l'AES, puis je vais choisir classe comme variable parce que ce sont des groupes, et je vais mettre plus et je vais mettre geom bar. Ok, donc voilà, on a des graphiques en barre avec ça. Donc c'est vraiment cool, on va pouvoir essayer notre color parce qu'on sait qu'on peut mettre des couleurs en fonction d'éléments. Donc on va mettre en fait la couleur en fonction des classes parce que comme ça on aura une barre qui aura chacun la couleur d'une classe. Donc ici on va juste faire color est égal à. Ici, on peut mettre classe. Donc, c'est pas un problème d'avoir deux fois la même variable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il nous a pas rempli les rectangles. Par contre, il a fait le contour. Et ça, c'est une chose qu'il faut retenir, c'est que color va vraiment faire tout ce qui est surface et contour. C'est pour ça que pour les points, ça a fonctionné. Mais si vous voulez remplir des surfaces, alors là, oui, là, vous êtes obligé d'utiliser fill. Et hop, vous voyez que vous avez la surface qui est remplie. Mais vous pouvez aussi faire les deux. Donc, vous pouvez faire color de classe. Et là, on va pas voir grand chose parce que ce sont les mêmes couleurs qu'il va mettre ensemble. Mais bref, avec ça, vous pouvez faire des choses assez intéressantes, comme par exemple, vous pouvez dire, ah bah tiens, bah finalement, je vais mettre un contour similaire pour tout le monde, qui est de couleur, je sais pas, white, donc blanc. Et voilà, donc vous avez le contour en blanc, peut-être que ça se voit pas si bien que ça, peut-être une couleur un peu plus visible, genre rouge. Voilà, et donc vous avez les contours en rouge. Donc c'est vraiment pas mal si vous voulez faire des trucs assez amusants avec ça. Donc meilleur moyen de savoir, donc color c'est les contours, fill c'est le remplissage. Mais si vous essayez fill et que ça ne marche pas, alors essayez color. Et je vais vous montrer un exemple ici. Donc je vais essayer avec geomPoint. Si je mets fill à la place, il va pas marcher. Mais vous voyez qu'il met quand même classe parce qu'il a essayé de faire quelque chose. Et si j'essaie color, il va marcher. Mais on peut aussi décider de changer en fait les types de points, pas forcément en fonction de la couleur, mais par exemple on peut dire la taille, on peut choisir aussi la forme, etc. Bon, on va aller directement avec la forme. J'ai mal écrit, c'est shape. Voilà. Et donc ici, vous voyez que pour chaque classe, il a choisi une forme différente. Donc ici, c'est pas forcément très lisible. Et aussi, on a des points qui vont les uns sur les autres. Une chose que vous pouvez utiliser à la place de geomPoint, parce que là, geomPoint va vraiment être très strict. Il va mettre, s'il y a des points qui sont les uns sur les autres, ben, il va quand même les mettre ensemble. Ben, vous pouvez utiliser jitter, et il va quand même essayer d'espacer ces points. Si vous avez aussi un autre problème avec les points, aussi, donc on peut revenir sur geomPoint. Ici, on va retirer le shape. Donc les points sont les uns sur les autres. Si vous voulez vraiment régler le problème, donc vous pouvez aussi utiliser alpha. Et alpha va permettre de mettre la transparence 0, c'est complètement transparent. 1, c'est pas du tout transparent. Mais tout ce qui est au milieu, ben, c'est une forme de transparence. Et donc si je mets 0,5, vous voyez que tout ce qui est un peu plus clair, c'est-à-dire qu'il n'y a rien derrière, mais tout ce qui est plus foncé, c'est qu'il y en a plein qui sont empilés les uns sur les autres. Et remarquez que ici, je n'ai pas utilisé dans l'AES. Je pourrais très bien dire qu'en fait, l'alpha doit changer en fonction d'une variable spécifique, mais il faut que cette variable soit entre 0 et 1. Mais ici, tout ce que je mets à l'intérieur de geomPoint, sans mettre l'AES, ben en fait, ça va s'appliquer à tous les points. Donc ça, je le répète encore, je le répéterai jamais assez. Une autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut travailler par couche, comme je l'ai dit avant.
Et donc en fait ici, j'ai mon Geom Point qui apparaît avec ces données. Mais en fait, je pourrais très bien me dire, en fait moi je veux juste ajouter un Geom Line en plus, parce que je trouve que c'est plus joli d'ajouter une ligne. J'ajoute ça, et quand je vais lancer ça, qu'est-ce qui se passe? Ah bah il va relier tous les points avec une ligne. Ah ouais, très intéressant. En fait, je peux juste superposer les graphiques les uns sur les autres. Et notez que ici, j'ai rien eu besoin de spécifier parce que l'AES a déjà été spécifié. Quand vous le mettez pour ggplot, vous spécifiez pour tout le monde. Mais je peux décider par exemple ici que la ligne aura sa propre couleur, par exemple qui sera rouge. Et vous voyez que la ligne a sa propre couleur qui est rouge. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de personnalisation possible. Je pourrais dire aussi que je peux ajouter un Geom Smooth qui va permettre en fait de pouvoir créer une droite qui va suivre à peu près le cours de tout graphique. Et donc vous voyez qu'il y a ces droites qui s'ajoutaient, donc vous pouvez vraiment superposer les uns sur les autres, mais à noter que le Geom Smooth est par-dessus la ligne, et si j'inversais, donc je déplace ça en bas et je mets le Geom Smooth, là vous voyez que c'est la ligne qui est par-dessus. Donc le dernier élément que vous allez ajouter, c'est le dernier qui va s'ajouter par-dessus, donc gardez ça en tête, ces histoires de couches. Je peux tester quelque chose, comme par exemple, je peux me dire, à la place de mettre une couleur pour la ligne qui est la même chose pour tout le monde, je préfère une ligne par élément et me dire par exemple AES color est égal à classe. Donc là c'est expérimental, ouais, voilà, bah, il a fait les couleurs par classe, donc les classes sont réunies ensemble. Donc là ça fait des spaghettis multicolores, mais vous comprenez l'idée, donc avec ça vous êtes très flexible sur l'utilisation des fonctions. Finalement on va passer aux éléments très importants aussi, qui sont les labels. Donc je vais juste supprimer ce plus ici pour éviter que ça les lie, et si je lance à partir d'ici, ben, ça va lancer que les deux premières lignes. Si jamais, c'est pour casser en fait la boucle, tant que vous avez des plus, vous les ajoutez au fur et à mesure. Mais si je lance depuis ici ou ici, ça va me lancer juste cette partie. Par contre, si je lance cette partie-là, bon, ben, il va juste me faire apparaître les labs, parce que c'est quelque chose d'autre, ou m'envoyer une erreur. Et donc ici, si on reprend, donc on a notre graphique de base avec les informations que j'ai notées, mais je me dis, bon, bah, il manque quand même des choses assez intéressantes. Par exemple, ici, CityWide, personne ne sait ce que c'est. Display, personne ne sait ce que c'est. Classe, ouais, bon, ben oui, mais c'est classe, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Il y a un titre qu'on pourrait ajouter, enfin, pas mal d'informations. Et ici, en fait, il y a la fonction Labs, qui est aussi dans ggplot2, qui va nous permettre d'ajouter tout un tas de choses. Il va nous permettre d'ajouter des titres, un sous-titre. Caption, c'est vraiment les notes en bas du graphique. Tag, c'est les notes qui vont se trouver en haut à gauche du graphique. Généralement, c'est pratique pour pouvoir dire graphique A, graphique B, etc. X va nous mettre un nom pour l'axe des X. Y va nous permettre de pouvoir mettre un nom pour l'axe des Y. Et Color va nous permettre de pouvoir changer en fait cette légende. Cette légende, c'est une couleur. Et donc, du coup, tout ce que vous allez faire avec Color, ça va changer ici. Et donc, typiquement, si on avait utilisé Fill à la place de Color, il faudra mettre Fill. Donc, je vais vous montrer. Donc si on ajoute tout ça, vous voyez qu'on a toutes ces informations qui sont ajoutées. Donc c'est vraiment cool. Avec ça, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin en fait pour pouvoir changer votre graphique et c'est très pratique. On peut faire plus d'améliorations que ça avec thème, mais on verra ça plus tard. Et par exemple, je reviens juste sur cet exemple de Color. Ici, c'est parce qu'on a utilisé Color qu'on peut changer le nom dans Color. Mais si par exemple ici j'avais utilisé Fill, regardez ce que ça va faire. Ici, vous voyez qu'on a toujours le class, on n'a pas la couleur. Et en fait, il n'a pas pris en compte notre changement parce que ici c'est classe avec un C majuscule. Je vais même mettre un E pour que vous voyez que c'est bien deux choses différentes, classe et classe. Parce que ici, il a essayé de changer dans color. Alors que nous, on a mis ça dans fill, même si ça n'a pas changé les couleurs. Si je veux changer dans fill, il faut que je mette l'argument fill. Et là, vous voyez qu'il y a notre classe E qui est apparue. Super! Donc, si jamais, à chaque fois que vous allez avoir une légende spécifique, si vous voulez changer la légende d'un élément spécifique, parce que vous pouvez en avoir plusieurs, il faut que vous utilisez le nom de cette légende. Mais il y a d'autres manières de le faire, mais ici, c'est pas le point de la vidéo, donc on va remettre gentiment un color, et un color ici aussi. Voilà, c'est tout beau, c'est tout propre. Et finalement, on peut changer les thèmes. Il y a pas mal de personnes qui pourraient être non encouragées de pouvoir utiliser en fait un thème qui ressemble à ça de base, avoir le fond gris, il y en a qui trouvent que c'est moche, c'est pas super, etc. Ben, il y a une bonne nouvelle. Vous pouvez modifier tout ce que vous voulez à souhait. Vous pouvez changer les couleurs des lignes, vous pouvez décider de ne pas avoir de lignes, vous pouvez décider de retirer le fond gris, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez sur ce graphique. Et ici, j'ai retiré le plus, de nouveau, pour lancer que le départ. Et ici, on va ajouter ce thème legend.position dans none. Donc vous allez voir ce que ça va faire. Donc juste supprimer le plus pour qu'il passe directement dans les thèmes en dessous.
Lorsque je vais lancer ça, il va supprimer en fait notre légende. Donc du coup avec ça, on peut décider en fait de la position de la légende. Ici j'ai mis none, mais en fait je pourrais très bien mettre top, c'est-à-dire en haut, et mettre la légende en haut. Je pourrais aussi décider de le mettre en bas en mettant bottom. Donc de base il se met à droite, mais je peux décider aussi de le mettre dans left. Donc vous voyez qu'on est assez libre et on peut même la supprimer avec none. Notez une chose, que si vous voulez la supprimer, il faut vraiment utiliser none, parce que par exemple ici, on sait que si on veut changer si on veut même supprimer en fait directement l'axe des Y, enfin des X pardon, ici si je mets rien dedans, donc je me dis ouais bon je vais rien faire apparaître, ça disparaît mais en fait ça prend quand même de la place. Pour être sûr que la place disparaît, généralement on va utiliser nul. Donc, vous voyez que nul fait disparaître l'espace, peut-être que vous n'avez pas bien vu, mais croyez-moi, ça fait disparaître l'espace. Et donc, à cause de ça, on pourrait se dire, bon, en fait, si on veut faire disparaître la légende, il suffit juste de faire nul. Ça marche pas, en fait. Ici, il faut vraiment spécifier et dire none. Comme ça, vous avez ça en tête. Bien, maintenant qu'on a vu comment on pouvait changer les choses, donc ici, on a plus que legend position, on en a tout plein. Donc, je vais voir s'il peut me proposer, voilà, on peut choisir les lignes, avoir un rectangle. On peut changer les choses sur les axes, par exemple le titre qu'on a déjà fait. On a aussi un titre X, X, top, bottom, etc. Si vous voulez rajouter beaucoup plus d'éléments. Et regardez en fait tout ce qu'on peut changer, c'est vraiment incroyable. Donc à partir de là, c'est plus vraiment le cas, c'est tout ce qui est en rose ici. Et les trois petits points, c'est pour dire qu'il y en a encore plus, si jamais. Donc si jamais la limite, c'est votre imagination, vous pouvez faire autant de choses que vous avez envie dedans. Et après, c'est très difficile de retenir tout ce qu'on peut faire avec. Mais ils ont fait ça d'une manière assez compréhensible, dans le sens que vous aurez toujours un strip ou un élément, point, ce qu'on peut changer dans cet élément, point, si on veut aller plus loin, en fait, on mettra juste un point. Et en fait, on peut se rappeler, se dire, ah bah tiens, moi je veux faire une légende, je change quelque chose dans la légende, qu'est-ce que je veux changer? Ah bah tiens, je veux changer la légende, je sais pas, la position de la légende, je me suis trompé, legend position comme on a fait avant. Ah oui, il va pas me le proposer parce que je l'ai déjà utilisé, mais legend.box, voilà. Qu'est-ce que je vais changer dans la boîte? Je vais changer la marge. Donc vous êtes vraiment complètement libre, il faut juste essayer de se rappeler de ce qu'il y a dedans, mais très modifiable. Ensuite, on va pouvoir ajouter un thème. Et l'avantage avec ggplot2, c'est qu'il a beaucoup de thèmes. Ici, on va essayer un thème qui s'appelle classique. Et vous voyez qu'il a retiré tout le fond gris et toutes les lignes, parce que ici, c'est le thème classique. Il y en a tout plein de thèmes. Pour voir la liste des thèmes, vous pouvez simplement aller dans écrire thème, comme ça, et vous en avez tout plein qui vont apparaître. Certains thèmes sont assez redondants, mais en fait, ils sont assez intéressants. Notez aussi par contre que thème set et thème get, certains éléments ce sont pas vraiment des thèmes, comme par exemple thème update, thème test, j'ai jamais testé encore. Et notez juste qu'en fait ce sont pas vraiment des thèmes, ils vous permettent juste de pouvoir modifier certains éléments. Pardon, gray. Donc thème gray c'est le thème de base, si jamais, vous pouvez aussi avoir un thème, je sais pas, void. Voilà, donc vous avez littéralement rien. Ça c'est pratique si vous voulez faire juste des représentations spatiales d'objets sans avoir les grilles classiques pour l'analyse statistique. Et mon préféré c'est BW, je crois que c'est dire Black and White. Et j'aime bien la manière dont c'est fait, mais vous êtes libre. Vous pouvez avoir beaucoup plus de thèmes aussi. Donc si vous revenez en introduction, je vous rappelle qu'on a ce lien qui est à disposition. On peut l'ouvrir. Et ici on est dans ggplot2. Et en fait, ici vous avez quelque chose qui s'appelle extension, donc ce sont les extensions qui sont disponibles dans ggplot2. On en reparlera dans une prochaine vidéo, là où je vais vous présenter les 10 extensions les plus importantes, plus quelques-unes peut-être. Et c'est la grande force de ggplot2 parce que dès le moment où vous savez créer un graphique, vous pouvez créer votre propre package qui va permettre aux personnes de pouvoir reproduire vos graphiques et aussi créer d'autres choses sympathiques, comme vous voyez ici qu'il y a de l'animation, on peut mettre plusieurs graphiques ensemble, et Esquisse qui est aussi sympa, mais je vous les présenterai prochainement. Et ici, vous avez ggtheme qui vous permet d'avoir plein de thèmes différents. Vous avez aussi AHPRtheme, donc on va ouvrir les deux. Donc vous voyez, et il y a aussi plein d'autres packages de thèmes. Ici, il ne nous les présente pas, les types, voilà, ouais. Donc vous voyez qu'on peut avoir d'autres types de thèmes qui peuvent être utilisés. Beaucoup de gens ont passé pas mal de temps à créer leur propre thème. Et vous pouvez simplement les utiliser avec une ou deux fonctions. Pareil aussi ici, je m'attendais à avoir plus d'exemples ici. Donc on peut revenir à là où nous en étions. Donc ici nous avons de nombreux thèmes. Et si vous voulez que des thèmes soient toujours disponibles sur vos graphiques, il faut que vous lanciez cette fonction thème set au départ. Et comme ça en fait, au lieu de devoir ajouter ce thème, par exemple ce thème PW à chacun de vos graphiques, et aussi tous vos settings de thèmes, ce que vous avez mis ici,
à chacun de vos graphiques, vous pouvez simplement utiliser la fonction ThemeSet et ça va s'appliquer à tous les graphiques que vous allez lancer après ce ThemeSet. Et donc c'est super cool. Et avec ThemeUpdate, vous pouvez ajouter aussi d'autres informations sur la fonction thème. Et comme ça, en fait, vous pouvez juste créer votre propre thème au départ, juste une seule fois, et après, ça va s'appliquer partout. Donc, c'est très pratique. Donc, généralement, mettez-les au départ de votre code. On va passer à ggSave pour pouvoir enregistrer vos graphiques. Donc, je vais vous montrer, en fait, plusieurs manières d'enregistrer vos graphiques. Je vais vous montrer les mauvaises manières, d'après moi, d'enregistrer les graphiques, parce que vous allez voir qu'en fait, ça va vous demander beaucoup de travail manuel, et quand vous allez devoir en avoir plusieurs ou recommencer plusieurs fois au résultat, ben, ça va être très compliqué. Et après, je vais vous montrer deux bonnes manières, d'après moi. Donc ici, on va voir que tout graphique ggplot2 peut être modifié plus tard, parce que comme vous avez vu avant, il y avait la classe ggplot, donc je vais vous montrer. Donc ici, on a notre graphique ggplot, donc si vous vous souvenez, ben, je peux lancer ça et j'ai ce thème, donc là c'est le thème classique. Si je le mets dans un objet, par exemple mon graphe, voilà, j'aime bien sauter une ligne aussi, comme ça c'est plus lisible. Voilà, si je crée alors un nouveau bloc de code et que je mets mon graphe, quand je vais le lancer, ben, je vais le retrouver ici. Et donc en fait, je peux simplement le sauvegarder comme n'importe quel fichier. Donc R, je peux faire save. Hop. Et je vais l'appeler du coup mon graphe aussi. Dot, bon allez, RDA, mais je préfère utiliser les RDS généralement. Faisons les RDS, comme ça en fait vous pouvez voir directement de quoi ça a l'air. Donc ici je vais juste faire file. Ça, on est sûr que ça a marché. Voilà, et donc, si on regarde, peut-être pas là, si on regarde là, voyons voir dans nos fichiers, voilà, il y a mon graphe en RDS qui apparaît, donc on va pouvoir le réouvrir après. Donc ici, vous savez que mon graphe existe toujours, donc si je crée de nouveau un bloc de code, mon graphe, il est toujours là, mais je peux le supprimer, donc je peux faire juste un rm mon graphe, voilà, et normalement si j'essaie de lancer, alors je vais faire juste ça, mon graphe, hop, il va me dire objet mon graphe introuvable, donc il n'existe plus, ça on est sûr et certain. Donc simplement si je rouvre en faisant mon graphe du coup, et que je fais read RDS, et que je prends, donc j'appuie sur Tab pour trouver tous les éléments qui se trouvent dans mon dossier, mon graphe RDS, donc Tab à l'intérieur des guillemets, et que je lance... Ah oui, j'ai fait une petite erreur, donc Save c'est pour les loads, je vous explique après l'erreur, mais simplement il faut juste que je remplace, donc ça c'est mon graphe, que je le recrée de nouveau, voilà, mon graphe existe maintenant, et ici ça doit être write RDS, voilà, Save RDS, pardon. Donc je peux sauvegarder en RDS, voilà, donc je vous expliquerai la différence. Et ici, donc si je l'ouvre cette fois-ci, là ça devrait marcher, donc vous voyez que j'ai pas d'erreur. Si je l'ouvre, ben, j'ai de nouveau mon graphique que je peux modifier comme avant. Comment ça modifier comme avant? Ben, je peux me dire, en fait je peux juste faire un plus, parce que ici c'est de classe ggplot, si vous vous souvenez bien, depuis qu'en fait on commence avec ggplot, c'est toujours de classe ggplot, et je peux faire simplement un, par exemple, groom line, comme vous avez vu avant. Quand je vais lancer ça, il m'a ajouté les lignes directement avec les informations qui étaient déjà de base. Donc, votre graphique, il n'est pas figé dans la pierre. Dès le moment où vous le sauvegardez en tant qu'objet, vous pourrez toujours les réutiliser. Donc ça, c'est une chose qui est super à retenir. Notez une différence. Donc ici, j'ai mis Save, RDS. Peut-être que je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur charger des données dans R. RDS c'est une extension R, mais l'avantage avec RDS c'est qu'on peut sauvegarder qu'un seul élément à la fois. Alors que normalement, si vous utilisez le R classique, vous pouvez simplement faire Save. Ici, vous pouvez mettre autant d'objets que vous avez envie, et quand vous allez faire un load de votre fichier .rda, ou ça peut être un fichier .rdata, vous allez charger absolument tout. Donc tous les éléments que vous avez dedans, mais le problème avec ça, c'est que, enfin c'est pratique parce que vous pouvez en sauvegarder beaucoup, mais le problème avec ça, c'est que vous n'avez aucun contrôle, parce qu'ils vont simplement tous s'ajouter, mais vous ne connaîtrez pas le nom forcément de ces éléments, il faudra que vous vérifiez vous-même en allant pas là, mais là, vous regardez tous les objets qui ont été ajoutés à votre environnement, et blablabla, alors que là vous avez vraiment un contrôle, vous savez qu'il n'y a qu'un seul fichier qui est arrivé, et vous savez le nom, et vous pouvez même changer de nom, parce que si j'ai mis mon graphe ici,
je peux mettre mon plot à la place, et ça a marché aussi. Donc à la place, je peux utiliser mon plot pour voir ce qui se passe. Donc j'ai le plot, donc j'ai mon graphe et mon plot. Donc c'est juste une préférence, mais vous êtes libre de faire comme vous avez envie. Donc on va juste supprimer tout ça. Donc voilà, donc on a mon graphe qu'on pourra toujours modifier après coup. Après, si vous voulez sauvegarder l'image, vous êtes libre d'utiliser la méthode que vous avez envie. Donc si je fais mon graphe ici, il va me le faire apparaître à l'intérieur de ce fichier Quarto. Ça peut être en R Markdown, c'est la même chose. Je peux faire un clic droit comme on a vu avant. Je peux copier l'image, je peux copier l'adresse de l'image, ou je peux juste sauvegarder l'image et décider de l'appeler comme j'ai envie. Par exemple, mon graphe .png, ou je peux mettre JPG, mais bref. Voilà, et ensuite, normalement, il y a mon graphe ici qui est là, donc c'est cool, mon graphe apparaît, et il aura la même dimension que ceux qui se trouvent ici. Je peux aussi le faire depuis un script R normal, donc je peux écrire mon graphe, je peux lancer ça, et il va apparaître ici. Donc même chose, je peux sauvegarder de cette manière-là, et je peux redimensionner jusque ça me plaise. Ou au pire, je peux écrire, je peux cliquer sur Export et je peux sauvegarder en PDF en image. Et l'avantage, c'est que ici, en plus du nom que je peux choisir aussi l'extension. C'est pas trop un gros problème, mais après ici, je peux choisir aussi la largeur, la hauteur pour la taille. Je peux décider où j'enregistre. Donc ici, je peux décider, facilement, je peux enregistrer là. Et je peux changer la taille manuellement aussi, donc c'est assez cool. Et je peux décider qu'après l'enregistrement, que je peux voir le graphique, et donc vous voyez qu'il apparaît. Donc ça a l'air assez malléable, et ces deux méthodes ont l'air assez super lorsque vous voulez exporter vite fait vos graphiques. Mais en fait, ils ont un certain problème lorsque vous commencez à en avoir beaucoup, parce qu'en fait, ça devient un travail manuel. Imaginez que j'exporte pas seulement ce graphique, mais celui-ci aussi, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Et que par exemple, je les ai tous exportés et je les ai tous mis dans un fichier Word, par exemple, un fichier Word dans lequel je travaille et pour lequel j'ai fait un rapport. Le gros problème, c'est que si à un moment mes données changent, on me dit ouais, mais finalement en fait MPG on s'est trompé, il faut qu'on change telle colonne, par exemple la colonne display qu'on a utilisée souvent. En fait, les données elles sont fausses et donc il faut juste qu'on change 2-3 données. Et on a changé ces 2-3 données, en fait ça a changé tous vos graphiques. Donc du coup, c'est pas un problème ici, vous pouvez juste lancer tous les chunks ici, vous pouvez juste lancer votre script ici pour que ça lance tout. Mais après, à la fin, vous serez quand même obligé de faire clic droit, sauvegarder, sauvegarder, sauvegarder chacun d'entre eux. Et c'est beaucoup de travail. Si vous le faites ici pour pouvoir gérer en fait la taille, c'est pas super non plus. Donc il y a deux méthodes qui marchent plutôt bien. Donc la première méthode, c'est d'utiliser ggSave. Donc ici, ggSave, ça a un grand avantage parce que le dernier graphique que ça crée, ça va l'enregistrer du coup. Donc ici, il faut en tout cas l'avoir lancé, parce que si je le mets seulement dans un objet, il ne va pas pouvoir le repérer. Et ici, il va récupérer le dernier graphique qui est en mémoire, et donc c'est-à-dire celui-ci, qui a été lancé. Et ensuite, je vais pouvoir le sauvegarder en donnant une largeur, une hauteur, et après des centimètres. Donc c'est à moi de tester et de voir en fait, juste que j'ai quelque chose qui marche plutôt bien. Et après, en fait, à chaque fois que je vais relancer mon script, il va exporter tout ça. Donc, par exemple, ici, il va m'exporter le test de PNG. Voilà, donc là, il m'a fait apparaître le graphique. Mais en même temps, si je regarde là, dans les files, il m'a créé mon test, voilà, de PNG, qui est juste ici. Et il gardera toujours les mêmes dimensions. Donc ça, c'est une manière assez utile de l'utiliser. Sinon, l'autre manière que je trouve pas mal, c'est en fait d'intégrer directement votre rapport à l'intérieur d'un fichier Quarto. Et simplement ici, dans Quarto, vous pouvez simplement décider de faire ça et de dire par exemple, je crois que c'est fig width par exemple, et ça c'est pour la largeur de l'image. Et dire par exemple, moi je veux que l'image elle soit de, je sais pas, 30, je crois que j'exagère, c'est beaucoup trop grand. Et fig height soit de 5, voilà, donc c'est complètement exagéré, je peux lancer ça, et vous voyez qu'il m'a fait ce que je voulais. Et à chaque fois que je vais lancer, je vais pouvoir avoir ce format-là, donc c'est cool. Mais aussi, à chaque fois que je vais le render, donc créer le document, donc je vais le faire pour vous, tout mon texte et tous mes graphes seront toujours tous ensemble. Et il y aura d'autres avantages dans le fait aussi, et on verra ça dans la vidéo sur Quarto, pour la publication scientifique, que je pourrais aussi décider de donner des noms de figures qui vont se mettre à jour toutes seules en disant par exemple figure 1, figure 2, figure 3, et si je déplace l'ordre, il changera le numéro de la figure tout seul. Et donc ici vous voyez qu'il m'a gardé les graphiques avec les aspects que je lui ai demandé. Et voilà, et normalement avec ça vous avez vraiment toutes les bases nécessaires pour pouvoir vous développer en fait dans ggplot2. Vous pouvez aussi vous servir aussi de la précédente vidéo pour voir où vous pouvez retrouver les ressources pour pouvoir apprendre, c'est super.
Et dans la prochaine vidéo, on verra cette partie-là, donc comment en fait créer les graphiques classiques, donc les graphiques en barre, les graphiques, les nuages de points, les boxplots, etc. Enfin tous les classiques qu'on utilise généralement en statistique. Et avec ça, normalement, on devrait être paré pour pouvoir faire tous les graphiques que vous avez envie. Mais déjà ici, vous avez déjà toutes les bases solides. N'hésitez pas à revoir la vidéo s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, parce qu'on allait très vite, elle est aussi très dense cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on y répond volontiers. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez vraiment aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à partager cette vidéo, mais aussi à commenter pour dire que vous avez apprécié, parce que ça nous encourage beaucoup, ça nous permet de pouvoir continuer à faire du contenu gratuit et pédagogique en ligne, mais aussi si vous avez d'autres thématiques que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça nous prend un certain temps de faire les vidéos, de pouvoir les préparer, etc. Mais elles devraient sortir un jour ou l'autre, mais on ne peut pas vous dire quand exactement. Donc merci beaucoup pour votre attention, merci beaucoup pour votre soutien, et en attendant de se revoir dans la prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt.